Chers participants, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire organisé par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale en collaboration avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Alors, le webinaire d'aujourd'hui porte sur une thématique intéressante qui est liée à la protection des dessins et modèles industriels. Et comme nous avons déjà dans l'un de nos webinaires précédents parlé de la protection des dessins et modèles industriels à l'échelle nationale, en application bien sûr des dispositions de la loi 1797 relative à la protection de la propriété industrielle, nous allons aujourd'hui faire le focus sur la protection de ces titres à l'échelle internationale. Donc, pour obtenir cette protection à l'international, il y a l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI, qui propose un système très efficace, mais surtout simple, pour que les utilisateurs de la propriété industrielle, notamment les déposants et les entreprises marocaines, puissent protéger leurs titres à l'étranger et pour qu'ils puissent aussi s'affirmer et se développer aussi, mais de manière sûre, dans les marchés internationaux. Donc, il s'agit en effet du système de la haie. Donc, c'est un système qui est administré par l'OMPI et qui permet l'enregistrement d'un même titre, qui est bien sûr, en parlant du dessin et modèle industriel, dans plusieurs pays désignés par le déposant à travers une seule demande et auprès d'un seul office. Donc, ceci permet justement aux déposants d'accomplir un minimum de formalités, mais à moindre coût aussi. Donc, sans tarder et pour bien cerner les différents aspects et les différentes particularités de ce système, nous avons le plaisir d'avoir avec nous à distance de Genève, Madame Geneviève Stemley, qui est analyste juridique et administratrice à l'information dans la section du développement et de la promotion du système de la haie au niveau de l'OMPI. Donc, elle va, à travers sa présentation, nous introduire ce système et nous parler de la procédure et nous dire plus sur la procédure de dépôt à l'international et aussi des avantages que donne ce système aux bénéficiaires. Il y a également à mes côtés aussi Madame Kertit Naïma, qui est chef de service modèle industriel et indication géographique à l'OMPIC, qui va aussi, à travers sa présentation, mettre l'exergue sur surtout le rôle de l'OMPIC en tant qu'office d'origine et ensuite le rôle de l'OMPIC en tant qu'office désigné. Donc, avant de passer aux présentations, je voudrais juste vous rappeler que vous aurez toujours la possibilité de revoir ce webinaire puisqu'il fera l'objet d'une rediffusion au niveau des pages de l'OMPIC sur les réseaux sociaux. Et aussi, je vous invite, tous les participants, à nous faire connaître vos questions à travers l'onglet questions-réponses. Donc, et bien sûr, nos chères intervenantes seront heureuses et ravies d'apporter les réponses nécessaires en fin de séance. Donc, sans transition, je vous laisse la parole, Madame Stemley. Madame Stemley, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis ravie d'être avec vous. Comme d'habitude, je dis toujours que je préférerais être au Maroc, participer à cette réunion avec vous. Vous avez un très beau pays voilà. Donc, sans plus attendre, donc nous allons étudier le système de la haie concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels. Et donc, j'espère que mon visuel, ça va s'afficher. Oui. Voilà, merci bien. Donc, nous allons voir en introduction 2-3 définitions, puis après, en 4 parties, donc nous allons voir qu'est-ce que le système de la haie, la procédure pour le dépôt d'une demande internationale, le calcul des taxes et la durée de protection, le renouvellement d'une demande internationale et, si nous avons le temps, quelques sources d'informations qui sont disponibles sur notre site. Donc, sans plus attendre, donc, nous allons passer à quelques exemples d'enregistrements internationaux.
Le premier diapo vous montre le lien vers une petite vidéo que vous pourrez à loisir accéder et quand vous aurez le temps, ça vous... non, s'il vous plaît, pas parce que pas pour le moment. Pas pour le moment, maintenant. Voilà, mais à loisir, vous pourrez y accéder. Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, 20 minutes, ça passe très vite. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un dessin aux modèles industriels? Un dessin au modèle industriel constitue l'aspect ornemental ou esthétique d'un produit industriel. Il peut être constitué de caractéristiques tridimensionnelles, telles que sa forme ou ses caractéristiques bidimensionnelles, ou également telles que ses motifs, ses lignes ou ses couleurs. S'il vous plaît, le slide suivant, les slides suivants. Donc, ça, c'est la définition. Vous voyez, je vous ai mis l'exemple d'un enregistrement international pour vous montrer qu'une paire de lunettes peut également être déposée. Le dessin peut être déposé et enregistré. Le slide suivant vous montre toutes différentes formes de dessins pour lesquels l'enregistrement peut être demandé. Et également, il faut savoir qu'entend-on par droit sur les dessins et modèles industriels. Donc, ce sont les droits qui protègent les aspects ornementaux d'un produit, tels que ses formes, ses motifs, ses lignes ou ses couleurs. Bien sûr, ça a trait aux dessins et modèles industriels. Slide suivant, vous allez voir d'autres exemples de dessins pour lesquels l'enregistrement peut être demandé. Il peut s'agir par exemple d'une bicyclette ou d'une interface électronique d'un ordinateur ou également d'une machine à imagerie médicale comme un scanner. Mais également, on peut également protéger des interfaces utilisateurs graphiques pour des tablettes, des smartphones. Alors, pourquoi protéger les dessins et modèles industriels? En fait, il y a plusieurs raisons, puisque ça renvoie une image positive de l'entreprise, donc du produit d'abord, mais également de l'entreprise. On peut également obtenir des droits exclusifs sur le dessin et modèle. Ça permet de favoriser la créativité et la concurrence loyale dans un pays. L'entreprise peut également profiter d'un retour sur investissement puisque si le produit est protégé, le dessin est protégé, il y aura un certain attrait et une publicité pour ce dessin. Ça renforce la valeur commerciale de l'entreprise, bien sûr, et également ça peut, toutefois, si c'est utile, donner une opportunité pour une licence ou à la vente. D'autres exemples, vous voyez dans ces enregistrements internationaux que le système de la haie peut être utilisé pour une simple valise à roulettes ou une machine à café ou une chaussure ou également une montre. Excusez-moi, le slide précédent. Ce slide est important puisque c'est un enregistrement Hermès et vous voyez que dans cet enregistrement simple, il y a 4 dessins qui sont protégés. Vous le voyez au numéro, puisque le premier numéro des reproductions, il n'y a qu'une reproduction et 4 dessins. Donc, ils appartiennent tous à la même classe de la classification de Locarno. Donc, ce sont tous des chaussures où le talon de la chaussure Hermès, vous voyez, c'est une chaussure de sport, une sandale, une chaussure pour homme et également. Ce qui est important pour vous donner à l'idée que le système de la haie peut enregistrer jusqu'à 100 dessins et modèles et le slide suivant, les 3 slides suivants vont également vous donner un aperçu. Par exemple, cette chaise, excusez-moi, plutôt cette chaise précédente, le modèle précédent, vous voyez, c'est une simple chaise, mais dans cet enregistrement international, il y a l'entreprise à protéger jusqu'à 39 dessins ou modèles. Donc, on peut le voir dans les slides différents. Donc, je vous ai donné quelques modèles. Il y a 4 reproductions sur cette diapo de 3 dessins et modèles différents. Et donc, là, c'est les 24e dessins et modèles. Donc, tout ça protégé dans le même enregistrement. Cet exemple, c'est un exemple qui est extrait des données de la base de données Hague Express, qui est l'ensemble des enregistrements sous le système de la haie. Qui est un parallèle un petit peu au bulletin international des dessins et modèles, pour lequel chaque enregistrement a l'historique. Vous voyez que cette canette de bière
elle a eu un octroi de protection par les communautés européennes, qui est donc dans le point 2. Donc, le 3, il y a dans l'image, ça correspond à la première reproduction du dessin tel qu'il est protégé. La diapo suivante, si vous voulez bien, merci. Vous voyez que pour ce dessin et modèle, donc cet enregistrement international, il n'y a eu qu'un dessin qui est protégé avec 5 reproductions. Le slide suivant, nous allons commencer par voir qu'est-ce que le système de La Haye. Donc, le système de La Haye est un concept simple, une procédure centralisée. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, slide suivant, s'il vous plaît. Le système de La Haye offre un mécanisme international unique permettant d'obtenir et de gérer les droits attachés aux dessins et modèles simultanément dans plusieurs pays, y compris 9 des plus grands marchés économiques, s'il vous plaît, le précédent, c'est-à-dire 96 pays actuellement et 79 parties contractantes. Je vais un petit peu vite parce que peut-être il y a beaucoup de choses à dire. Qui peut utiliser le système de La Haye? Il faut avoir un lien vers une partie contractante, c'est-à-dire un lien qui correspond à la nationalité, le domicile, un établissement industriel ou commercial réel effectif ou une résidence habituelle. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne l'exemple d'un de vos voisins, l'Algérie n'est pas membre du système de La Haye, mais il se peut qu'un ressortissant algérien qui ait un domicile ou en France ou en Angleterre ou au Maroc ou un établissement industriel ou commercial réel et effectif dans un des pays membres pour qu'il puisse utiliser le système de La Haye. C'est là, suivant s'il vous plaît. Comment ça se passe en dehors du système de La Haye? Peut-être que vous avez déjà expérimenté de protéger un dessin et modèle à l'international. Vous allez devoir donc vous adresser à différents offices de propriété intellectuelle. Par exemple, ici, il y a 5 offices, l'USPTO, l'OMPIC, donc du Maroc, l'OAPI, puisque l'INPI du Mexique, et l'UIPO. Pour les communautés européennes. Donc, vous voulez commercialiser votre produit donc, dans ces cinq régions, pays. Vous allez donc devoir affaire à 5 demandes différentes, 5 procédures différentes, 5 enregistrements, devoir suivre la procédure et le renouvellement dans ces 5 différents offices et donc à gérer 4 ou 5 langues différentes. Le système de La Haye, en revanche, se veut plus simple, c'est-à-dire que vous vous adressez directement à l'OMPI, donc au Bureau international du système de La Haye, et vous aurez via le plus simple, c'est-à-dire la plateforme e-Hague, qui est mise en ligne maintenant depuis quelques années. Donc, vous pourrez directement, depuis votre ordinateur, choisir une des 3 langues officielles, pour le moment, qui sont l'anglais, le français et l'espagnol. Vous allez devoir utiliser une procédure et donc votre enregistrement va suivre son cours tout au long de sa vie et vous allez pouvoir désigner autant de pays que vous le souhaitez. Donc, également, il y a un coût. Donc, il faudra voir ça avec le coût. Donc, ça sera une stratégie à adopter et choisir éventuellement les pays pour lesquels vous voulez déposer ou commercialiser votre produit. Le cadre juridique et la procédure, donc il s'agit d'une procédure d'arrangement. Qu'est-ce que ça veut dire une procédure d'arrangement? C'est-à-dire il y a le système de La Haye en lui-même et les lois et règlements des parties contractantes. Le système de La Haye maintenant, donc l'arrangement a bientôt une centaine d'années puisque les premiers traités sont apparus fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Donc pour le système, pour la protection des dessins et modèles, c'était en 1925. Et donc, il y a eu différents actes tout au long de ce siècle et qui ont été complétés par un règlement d'exécution commun et des instructions administratives qui sont régulièrement mises à jour en fonction de l'évolution du système, des techniques et de certaines données. Par exemple, le Covid nous a amené à faire certains arrangements, l'interface électronique également. Donc, slide suivant, de nouveau, donc l'arrangement de La Haye, il y a 2 actes principaux qui sont encore en vigueur, l'acte de La Haye et l'acte de Genève, donc complétés par le règlement, les instructions administratives.
et les lois et règlements nationaux qui régissent les conditions de la protection, la procédure de refus et les droits résultant de cette protection. C'est-à-dire donc que, par exemple, le Maroc a adhéré récemment à l'acte de 99, c'est-à-dire que tous les enregistrements qui ont été déposés en vertu de l'acte de la Haye vont continuer à être protégés en vertu de l'acte de la Haye de 1960 qui est encore en vigueur. L'adhésion au système de la Haye, vous voyez cette carte, actuellement montre 79 parties contractantes, c'est-à-dire qu'avec les offices régionaux, et ça correspond à 96 pays. Vous voyez que la Chine, la Jamaïque, Maurice, le Brésil et le Maroc viennent d'adhérer à l'acte de 99. Et l'acte de 99 entrera en vigueur pour le Brésil, donc il y a un grand marché le 1er août 2023. Donc, vous voyez, ça, c'est la liste des 10 derniers pays qui ont adhéré. Et il y a une adhésion possible à l'acte de Genève de ces différents pays. Donc, nous attendons, par exemple, les Philippines, qu'est-ce qu'il y a, Antigua et Barbuda, peut-être les Jordanies, la Malaisie, Madagascar. Donc, merci, l'Australie éventuellement. Donc, dans une deuxième partie, nous allons voir la procédure en elle-même pour le dépôt d'une demande internationale. Les principaux points de la procédure, c'est qu'il faut bien se rendre compte qu'une demande ou un enregistrement antérieur n'est pas nécessaire, que les interfaces de l'interface électronique qu'on appelle e-Hague en général, mais e-filing et e-renewal, donc pour le dépôt et le renouvellement, sont des interfaces intuitives, c'est-à-dire qu'elles vont vous guider tout au long de l'enregistrement en vous apportant des détails, des informations complémentaires que vous n'aurez pas dans le formulaire papier qui existe encore malgré tout. Vous pouvez donc désigner jusqu'à 79 parties contractantes, déposer jusqu'à 100 dessins ou modèles s'ils appartiennent à la même classe de la demande classification internationale de Locarno. Et il faut bien savoir que la plupart des demandes internationales sont déposées directement auprès du Bureau international et non par l'intermédiaire d'un office de propriété intellectuelle. Il faut aussi ne pas oublier qu'une désignation ultérieure n'est pas possible. C'est-à-dire que quand vous enregistrez, votre stratégie d'enregistrement et de dépôt d'un dessin au modèle veut dire je veux protéger mon dessin dans tel ou tel pays et il sera pas impossible, mais vous ne pourrez pas redésigner dans la même demande internationale un autre pays. Voilà, slide suivant. Donc, pour ce faire, on vous conseille de créer un compte à l'OMPI via la plateforme IP et de vous enregistrer et également après de déposer votre enregistrement via e-Hague. Qu'est-ce que permet e-Hague? Donc, de déposer des demandes, de renouveler les enregistrements en toute sécurité et de constituer ou radier un mandataire. C'est donc, comme je le disais, un guide intuitif qui permet d'intégrer les exigences obligatoires, de calculer automatiquement les taxes et d'obtenir directement des conseils et des informations importantes relatives aux parties contractantes. Vous voyez ici la première page de l'interface e-Hague. Vous avez plusieurs menus, donc le dépôt en lui-même, le renouvellement d'une demande, la gestion des mandataires et le lien directement au portail de IP. Le slide suivant, donc de nouveau, vous pouvez le faire directement, l'utilisateur peut le faire directement auprès du bureau international via l'interface de dépôt électronique. Il y a un formulaire éditable qui existe encore, en français, anglais ou espagnol, donc sans dessins et modèles industriels de la même classe de la classification de Locarno, et le paiement des taxes se fait en francs suisses. Le slide suivant, s'il vous plaît. Donc là, c'est la première page de la plateforme donc e-Hague, c'est-à-dire que vous voyez entouré, précédent s'il vous plaît, vous avez entouré donc différents menus. Vous pouvez créer un nouveau dépôt, vous pouvez aller consulter vos demandes précédentes ou également voir les projets de dépôt puisque vous pouvez commencer une demande et après la suspendre et revenir. Vous avez également un menu communication e-Hague, c'est-à-dire que vous pouvez être en contact constamment avec le bureau international et l'examinateur de l'OMPI s'il y a toutefois une irrégularité.
Slide suivant, ça c'est le prochain slide, c'est la page de désignation des pays. Vous voyez donc, par exemple, j'ai coché certains pays ici, les États-Unis, le Mexique, l'OAPI, j'ai entouré la France, l'Union européenne pour vous dire qu'il n'y a pas de spécificité pour la France et l'Union européenne, mais entouré en jaune, il y a certaines caractéristiques pour les autres pays qui sont désignés sur cette page. Slide suivante. Donc, je vous disais qu'il y a des exigences particulières pour certains pays et qu'il y a des listes des déclarations des parties contractantes que vous pouvez consulter dans cette adresse Internet. Et vous pouvez les consulter également dans les profils des membres du système de l'AEC, qui est une base de données avec un certain nombre d'informations spécifiques pour les pays. Voilà, donc la prochaine étape, j'ai voulu détailler un petit peu les reproductions puisque c'est le vif du sujet. Une reproduction fait référence à des photographies, des dessins ou d'autres représentations. Je vous ai mis les règles 9 du règlement d'exécution commun qui concerne les reproductions et la 4e partie des instructions administratives auxquelles vous pouvez vous référer si vous voulez avoir plus de détails. Mais en gros, donc les principaux critères, donc c'est en noir et blanc ou en couleur. Il est possible de déposer des photos ou des représentations graphiques, mais il est conseillé d'utiliser ou des photos ou des représentations graphiques, c'est mieux. La taille de la reproduction, et ça essentiellement pour le papier, c'est 16 par 16. Et il y a des critères pour le dépôt électronique, donc je vous ai mis là en dessous pour avoir le pourtour, le format JPEG ou TIFF, une résolution. Nous allons voir un petit peu dans le slide suivant à quoi ça correspond. Slide suivant, vous voyez ici, les images doivent être comprises entre 250 et 250 dpi et 300 pixels. Donc, vous voyez à gauche, l'image est très floue. Il faut que l'image soit claire. Donc, c'est pour ça la partie de gauche. Hein. Et les deux dessins à droite vous montrent que les bordures sont importantes. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres objets visibles ni accessoires. Donc, par exemple, à gauche, ça ne sera pas reçu, ni d'axe ou de dessin ou de légende, comme dans la diapositive suivante, s'il vous plaît, qui ne sera pas accepté puisque on pourra penser qu'il s'agit plus correspond quelque chose à un brevet, puisqu'il y a des références techniques, des axes, des dimensions, ni non plus des légendes ou des textes explicatifs dans la reproduction elle-même. La numérotation est importante, comme je vous le disais, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. Un dessin doit être numéroté 1-1. S'il y a plusieurs reproductions du dessin, ça doit être 1-1 et 1-2, puisque le numéro 1 fait référence au dessin et le deuxième numéro fait référence à la reproduction. Vous voyez dans les petits dessins là, des bouteilles en forme de ruche d'abeilles. Il y a 2 dessins, donc si vous faites 1-1 et 1-2, ça sera refusé. Il faut faire 1-1 et 2-1, et puisqu'il y a 2 dessins pour lesquels la demande est déposée. Les légendes peuvent être importantes pour certains pays, c'est-à-dire que si vous allez via IEG et que vous désignez certains pays, comme vous le voyez entouré en bas, la base de données vous montrera qu'il faudra rajouter des légendes, et les légendes constituent essentiellement s'il s'agit de la vue de face, la vue de derrière, la perspective de face, vue en perspective. Tout ça, c'est expliqué dans les instructions administratives. Comment préparer des reproductions? Donc, les principaux conseils, il faut un nombre suffisant de vues. Il faut fournir, par exemple, des explications sur les vues omises. Par exemple, dans l'exemple de la chaussure d'Hermès, les pointillés doivent être expliqués, qu'ils ne représentent pas le dessin revendiqué. Il faut déposer des vues de la partie non revendiquée du produit et en fournir donc les explications. Ça, c'est un petit peu évident. Définir clairement la portée du dessin ou modèle revendiqué par des légendes, descriptions ou des angles de vue supplémentaires. Donc, ça, c'était les vues. Et signaler et expliquer les reliefs et les contours des surfaces d'un produit tridimensionnel pour éviter toute ambiguïté et que le dessin soit clair pour l'examinateur. Également, il faut de préférence inclure des reproductions de même format et de même couleur. Le slide suivant, pour vous montrer le nombre de vues suffisantes et de même format,
et de même graphique. Donc là, c'est le même graphique. Conseils pour la reproduction. Donc là, vous avez 2 liens pour des conseils spécifiques. Si vous voulez déposer plusieurs dessins dans la désignation de certains pays membres. Et donc, vous aurez tous les détails dans ces liens. L'indication du produit est importante puisque ça la constitue également un problème des erreurs, des irrégularités. Il peut s'agir d'irrégularités. Il faut être aussi précis que possible. Il faut utiliser des termes génériques. Il faut utiliser une indication du produit. La durée maximale de protection d'un modèle à l'international. Oui, on le verra. Donc, les dessins et modèles sont classifiés dans la classification internationale de Locarno. Donc, ça, c'est un graphique pour le système de la haie, l'arrangement de la procédure. Donc, à gauche, vous avez l'UMPI et à droite, les parties contractantes désignées. L'UMPI s'occupe de l'examen formel et les parties contractantes désignées de possibles examens quant à la substance, c'est-à-dire que les parties désignées vont, suivant leur législation, vérifier que le dessin est conforme à leur législation, qu'il ne fait pas obstacle, par exemple, ou qu'il ne va pas contre les bonnes mœurs ou le droit du pays concerné. Slide suivant. Donc, le rôle de l'UMPI, c'est il envoie au déposant un accusé de réception, il fait l'examen formel de la demande, il notifie au déposant toute irrégularité qui devra être corrigée dans un délai de 3 mois, il inscrit l'enregistrement au registre international, il envoie un certificat au titulaire, il le publie au bulletin des dessins et modèles international. Il notifie les possibles refus d'une partie contractante et il fait la gestion de l'enregistrement international. L'examen formel, donc si les conditions ne sont pas remplies, il y aura une notification d'irrégularité. Slide suivant, qui devra être corrigé dans les 3 mois. Par exemple, ça peut concerner une taxe non payée, une discordance entre le nom et la signature, une indication du produit qui est vague, une mauvaise qualité de la reproduction, une mauvaise numérotation. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, les implications, c'est-à-dire que si elles ne sont pas corrigées et que l'irrégularité fait référence au contenu obligatoire pour un certain pays, la demande n'inclura pas là où les parties contractantes concernées. Si elle n'est pas corrigée du tout, la demande sera considérée comme abandonnée. Si elles sont corrigées mais portent sur des irrégularités affectant la date de dépôt sera la date à laquelle, là où les corrections seront corrigées. Si l'examen formel est complet, il y aura un certificat d'enregistrement international délivré au déposant. Donc, une fois que l'examen formel est effectué, il y a une publication au bulletin des dessins et modèles internationaux, qui est le bulletin qui fait foi. Et la publication peut être standard, c'est-à-dire de 12 mois après la date de l'enregistrement international, immédiate si elle est demandée, ou ajournée jusqu'à 30 mois à partir de la date du premier dépôt. L'OPI s'occupe de la gestion des enregistrements internationaux, c'est-à-dire elle gère tous les changements qui peuvent affecter le titulaire, le mandataire, les renouvellements ou certaines limitations ou renonciations. Le rôle des parties contractantes désignées, donc c'est la législation de chaque partie contractante désignée régit les conditions d'obtention de la protection, ça nous l'avons déjà vu, un possible examen quant au fond à la substance, la procédure de refus le cas échéant et les droits conférés par la protection. Le possible refus, c'est seulement pour des raisons de fond. Il doit être communiqué à l'UMPI dans le délai prévu, 6 ou 12 mois, qui le communiquera au déposant. Son effet est limité au territoire de l'État ayant notifié le refus, c'est-à-dire si un refus, ça ne concerne que le pays qui notifie le refus. S'il n'y a pas de refus dans le délai, il y a un octroi automatique de protection. S'il y a un refus, le déposant recevra une notification de refus et qu'il pourra contester suivant les règles du pays ayant émis le refus. Donc, s'il y a enregistrement, s'il y a octroi de protection, il y aura les mêmes droits et les mêmes effets que ceux résultant d'une demande nationale ou régionale déposée et enregistrée au niveau national. Le calcul des taxes et la durée de protection. Donc, le coût d'une demande de dépôt d'une demande internationale varie en fonction du nombre de dessins ou modèles couverts, c'est-à-dire si vous déposez 1, 2, 3, 4, 5 ou 39 dessins.
le nombre de reproductions, si vous déposez une reproduction ou 5, et toutes les taxes sont dues en francs français. Là, je vous ai mis donc une petite capture d'écran de notre site sur lequel vous pouvez aller directement. Il y a toutes les taxes et les détails concernant les taxes et les paiements. Combien coûte la protection internationale d'un dessin et un modèle? Donc, en francs suisses, il y a d'abord une taxe de base qui est 397 francs suisses pour un dessin ou modèle et 19 francs suisses pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans la même demande. Une taxe de publication qui est 17 francs pour chaque reproduction. 150 francs pour chaque page comportant une ou plusieurs reproductions. Ça, c'est bien sûr pour le dépôt en papier qui n'est pas pris en compte pour le dépôt en format électronique qui est donc de toute façon moins cher. Il y a également une taxe de désignation standard ou une taxe de désignation individuelle qui dépend donc de la partie contractante dans laquelle vous souhaitez obtenir la protection. Nous allons voir par la suite la taxe de désignation standard qui dépend donc pour un dessin ou modèle, ça dépend si le niveau 1, 2 ou 3 est appliqué au pays et suivant l'examen qu'entreprend le pays. Suivant, s'il vous plaît. Par exemple, là, il y a un petit exemple. Si vous désignez 5 parties contractantes pour un dessin ou modèle industriel et 7 reproductions, si vous le déposez au niveau la vie nationale dans chaque office international, vous aurez environ une taxe de 2637 francs suisses. Et la taxe de dépôt selon le système de la haie sera de 2133. Donc, vous aurez une réduction un peu approximative de 19%. Tout cela en sachant que les taxes peuvent varier selon les pays. Et ça, c'est juste à titre indicatif. De nouveau, le barème des taxes est là. Donc, je vous ai mis le lien vers le barème des taxes. Slide suivant, s'il vous plaît. Il faut également savoir qu'avant de déposer, vous avez à disposition un calculateur de taxes du système de la haie qui se présente comme ça. Suivant, s'il vous plaît. Et donc, vous avez 4 façons de payer, peut-être 5 bientôt, par transfert de banque, via le compte de l'UMPI, par carte de crédit. Et donc, tout ça est intégré également directement dans l'application e-Egg, c'est-à-dire que le calculateur des taxes est intégré dans le système lui-même. La durée de protection, la durée initiale, c'est de 5 ans, renouvelable 2 fois. Donc, le déposant peut protéger son dessin et modèle jusqu'à 15 ans, mais cette durée peut être plus longue si la législation du pays le prévoit, c'est-à-dire 20, 25, 30, 50 ans. Je vous ai mis donc le lien vers les déclarations. Quelques extraits pour vous montrer que la durée de protection varie suivant les pays. On peut se rendre compte que dans la plupart des pays, elle peut être jusqu'à 25 ans et que pour le Maroc, c'est 25 ans également. Je crois que vous avez sauté un slide des durées de protection. Précédent, s'il vous plaît. Le slide précédent. Vous voyez, là, il y a le Maroc, c'est 25 ans, voilà. Donc, la partie 4, le renouvellement d'une demande internationale, il est suggéré d'utiliser e-renewal. Donc, il faut que l'utilisateur sache que l'UMPI envoie un rappel 6 mois avant la date d'expiration, mais qu'il faut faire attention, si vous payez trop tôt le renouvellement via un compte courant de l'UMPI, ce paiement sera considéré comme prématuré et devra exiger après une intervention manuelle. Si le paiement est anticipé, ce que l'on vous conseille de 0 à 3 mois, le renouvellement sera automatique. Les renouvellements, cependant, restent possibles même après l'expiration d'une période minimale de protection. Un renouvellement reste possible même en cas de refus d'une partie contractante. Voilà. Ça, c'est la page de renouvellement via le système, l'application e-Egg, donc e-renewal. Il vous suffira donc d'intégrer le numéro d'enregistrement international dans le champ indiqué. Suivant. Donc là, vous allez voir l'étendue du renouvellement. Il y a le formulaire DM4
vous allez pouvoir choisir les options de renouvellement, le titulaire, le mandataire, la sélection de certains dessins ou la sélection de certaines parties contractantes. Suivant, s'il vous plaît. Donc, nous arrivons malgré tout, j'espère que j'ai fait assez rapidement, certaines conclusions et je vais vous donner certaines sources d'informations qui sont disponibles en vous les expliquant. Vous avez l'interface avec 4 parties. À gauche, les ressources juridiques. Sur la deuxième colonne, les différents guides d'utilisation. La troisième colonne, vous avez des outils de recherche, des bases de données et tout ce qui concerne les émoluments et taxes. Et à droite, la colonne qui concerne les réunions et informations. Donc, toutes les informations sont disponibles sur le site. Là, j'étais bien sûr très rapide, mais vous pouvez compléter en prenant le temps. Vous avez le guide. On peut aller au slide suivant également. Ça, c'est le bulletin international des dessins et modèles, qui est la référence faisant autorité pour tous les enregistrements internationaux et qui est cité, bien sûr, dans l'arrangement de La Haye, qui est la référence historique. Vous avez donc des bases de données à disposition, la base de données mondiale sur les dessins et modèles, la base de données Hague Express et les statistiques du système de La Haye. Quelle est la différence? La base de données mondiale des dessins et modèles, donc oui, vous pouvez passer au slide suivant, puisque c'est le slide de la base de données. Elle enregistre tous les enregistrements sous le système de La Haye, mais également des registres nationaux ou régionaux des offices de propriété industrielle participants qui ne sont pas forcément membres du système de La Haye. Par exemple, je crois que l'Australie participe, vous voyez la Nouvelle-Zélande. Voilà. Le slide suivant. Ça, c'est le Hague Express qui est utile pour les utilisateurs, par exemple, qui peuvent voir les dépôts des entreprises concurrentes ou bien comment les entreprises ont déposé un dessin ou pour quel pays les dépôts sont les plus courants ou voir qui a déposé au niveau national. Le profil des membres du système de La Haye est intéressant pour vous. Si vous voulez désigner un pays spécifique, vous aurez toutes les informations concernant ce pays. Et plus encore avant de déposer, c'est-à-dire les spécificités propres au pays. Législation et accès direct aussi à la loi spécifique. Donc, vous avez également une page questions-réponses, comment protéger vos dessins et modèles avec le système de La Haye. Et toutes des visuels qui peuvent être également intéressants. Le slide suivant. Donc, vous avez également une page, un formulaire de contact Haye pour toute question que vous pourriez avoir sur le système de La Haye que vous pouvez utiliser. Donc, vous indiquez si vous êtes un utilisateur ou un employé d'un office de propriété intellectuelle ou d'un gouvernement qui, par exemple, un gouvernement qui peut être intéressé à adhérer au système. Pour résumer, le système de La Haye est un système simple, économique, mondial et centralisé. Donc, il vous permet de déposer par voie numérique une demande contenant jusqu'à 100 dessins ou modèles de la même classe dans une seule langue, avec une seule série de taxes et un seul correspondant, donc le Bureau international économique, parce qu'il vous permet d'économiser du temps et de l'argent, mondial, donc vous permet de déposer dans plus de 90 pays, et centralisé parce qu'il vous permet d'avoir directement comme interlocuteur l'OMPI qui centralise la gestion de votre demande internationale. Voilà, je vous remercie et j'espère que je n'ai pas été trop vite parce que j'ai souhaité respecter le temps et voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour toute question. Je vous remercie, Madame Stemley, pour cette présentation assez riche et complète. Donc, on aura l'occasion peut-être d'approfondir plus dans la troisième partie de ce webinaire qui sera dédié à la réponse aux questions des participants. Nous allons maintenant et directement enchaîner avec la présentation de Madame Kertit Naïma. Donc, à vous la parole, Madame Kertit. Merci. Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier Madame Geneviève pour la qualité de sa présentation
et nous sommes ravis de vous accueillir dans ce webinaire virtuel consacré au dépôt international selon le système de La Haye. Je vais essayer de vous présenter le rôle de notre office, le rôle de l'OMPIC en tant qu'office national ou bien en tant qu'office récepteur d'une demande internationale et en tant qu'office désigné dans une demande internationale. Alors, je tiens à vous rappeler que l'arrangement de La Haye offre la possibilité d'obtenir la protection de dessins ou modèles industriels dans plusieurs parties contractantes au moyen d'une seule demande internationale effectuée soit directement auprès du Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI, soit à travers un office national comme l'OMPIC. Ainsi, en vertu de ce système de La Haye, une seule demande internationale peut remplacer toute une série de demandes qu'il faudrait déposer auprès des différents offices nationaux. Alors, par rapport au cadre légal, l'arrangement de La Haye comprend deux actes différents. L'acte de La Haye 1960, dont le Maroc est partie en date du 13 octobre 1999, et l'acte de Genève, on dit l'acte 1999, dont la date à laquelle le Maroc est devenu partie est le 22 juillet 2022. Alors, à compter de cette date, du 22 juillet 2022, les entreprises et les créateurs du Maroc pourront solliciter une protection pour leur création, pour leur design, dans les 94 pays couverts par le système de La Haye et non seulement les 34 couverts par l'acte de La Haye de 1960, ce qui facilitera leur expansion et leur exposition dans le marché international. Alors, dans ce processus, il y a trois acteurs principaux. Il y a l'Office national lorsqu'il s'agit d'un dépôt indirect, et il est chargé de la réception de la demande internationale et la transmission de la demande au bureau international. Il y a aussi, deuxième acteur principal, c'est le bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, chargé entre autres de l'examen formel ainsi que la publication dans les gazettes officielles. Et il y a troisième acteur, c'est l'office désigné chargé d'accorder la protection d'un dessin au modèle dans un territoire désigné. Je tiens à préciser qu'aucune demande ou enregistrement national préalable n'est nécessaire pour effectuer une demande internationale selon les systèmes de La Haye. La protection d'un dessin ou modèle peut être demandée pour la première fois directement à l'échelle internationale, contrairement au système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques. Alors, qui peut déposer une demande internationale via l'OMPIC? Que les personnes physiques ou morales qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux ou un domicile au Maroc, ou qui sont de nationalité marocaine ou sur la base d'une résidence habituelle sur le territoire marocain. En cas de plusieurs déposants, chacun doit prouver son rattachement avec le Maroc. Slide suivant. Alors, le dépôt selon le système de La Haye se fait moyennant un formulaire DM1 téléchargeable via le site web de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. L'OMPIC vous assiste à remplir ce formulaire. La première vérification qu'on fait en tant qu'office national, c'est la qualification pour déposer une demande internationale. Donc, on vérifie que l'une des conditions de rattachement avec le Maroc est respectée, notamment avoir un établissement industriel effectif, réel et sérieux au Maroc, avoir la domiciliation au Maroc et aussi avoir la nationalité marocaine. L'OMPIC aussi doit examiner les données relatives aux mandataires. Bien sûr, si le déposant souhaite être représenté devant le bureau international par un mandataire. Une priorité d'un dépôt antérieur peut être revendiquée et la revendication de priorité doit être indiquée dans le formulaire DM1. La revendication de priorité peut porter sur un dépôt antérieur ou sur plusieurs dépôts antérieurs.
Parmi les vérifications qu'on fait aussi, c'est la vérification des reproductions qui doivent être déposées en respectant les instructions et les exigences de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Une même demande internationale, oui, il peut comprendre à la fois des photos et des représentations graphiques qui peuvent être en noir et blanc ou en couleur. Le déposant peut aussi indiquer la classification, bien sûr, ça doit être une seule classe à laquelle le dessin ou modèle appartient. Si plusieurs dessins ou modèles sont inclus dans la même demande internationale, ils doivent appartenir à la même classe de la classification internationale, le Carnot. Une demande d'enregistrement international aussi doit contenir au moins un pays désigné. Et le formulaire doit être signé soit par le mandataire, soit pour le déposant ou son mandataire. Alors, concernant les taxes à payer, il y a 3 séries de taxes. Il y a la taxe de base, il y a la taxe de publication et il y a la taxe de désignation. Une structure de 3 niveaux s'applique à la taxe de désignation selon le niveau d'examen de chaque office désigné. Par rapport au mode de paiement, le déposant paye toutes les taxes selon en dirhams sur place à l'Empik et selon le taux de change du jour de dépôt. Et après, on envoie un ordre de prélèvement sur notre compte courant auprès de l'Empik. Après avoir vérifié toutes les exigences par rapport à la demande internationale, l'Empik procède à l'envoi de la demande internationale au bureau international dans un délai d'1 mois maximum. En parallèle, l'Empik envoie une notification au déposant pour lui informer de la transmission de sa demande au bureau international. On peut envoyer la demande soit par courrier postal, soit moyennant une interface électronique qui permet le chargement du fond de dossier. C'est l'interface de Hack Document Upload. Alors, par rapport à la date de dépôt international, c'est la date à laquelle la demande a été reçue par l'Empik, mais à condition que la demande soit reçue par le bureau international dans un délai maximum d'1 mois. Si ce délai n'est pas respecté, la date de dépôt international et la date de sa réception par le bureau international. Si la demande contient une irrégularité, ça peut retarder la date de dépôt. La date de dépôt dans ce cas, c'est la date à laquelle la correction de cette irrégularité est reçue par le bureau international. Et par rapport au type d'irrégularité qui peut entraîner le report de la date de dépôt, sont les suivantes. Alors, si la demande internationale n'est pas rédigée dans l'une des langues prescrites, français, anglais ou espagnol, et aussi si l'un des éléments suivants ne figure pas dans la demande internationale, notamment les indications permettant d'établir l'identité de déposant, les indications ou les éléments suffisants pour permettre d'entrer en relation avec le mandataire ou avec le déposant ou son mandataire, une reproduction graphique objet de la protection et bien sûr la désignation au moins d'un pays désigné. Le système de la HAI permet aussi une gestion postérieure simplifiée, notamment par rapport au renouvellement. Dans un délai de 6 mois, avant l'expiration de chaque période de 5 ans, le bureau international adresse au titulaire ou au mandataire un avis officieux indiquant la date d'expiration de l'enregistrement international ainsi que la durée maximale de protection dans chaque office désigné. Alors, le renouvellement ne doit pas comporter aucune modification par rapport au dépôt initial et l'enregistrement international peut être renouvelé pour certaines parties contractantes et pour une partie de dessin et modèle, on dit un renouvellement partiel. Alors, le renouvellement peut se faire soit par l'intermédiaire de l'Office national, tel que l'Empik, soit directement auprès du bureau international, soit via l'application, le dépôt en ligne e-HAD. Le paiement se fait au plus tard à la date d'expiration de l'enregistrement. Sinon, un délai de grâce de 6 mois sera accordé moyennant une pénalité de retard.
Pour les autres opérations postérieures de dépôt qui sont disponibles via le système de la HAI, on trouve le changement de mandataire via le formulaire, le changement de titulaire, pardon, via le formulaire DM2, le changement de nom et l'adresse de titulaire en utilisant le formulaire DM6. Il y a aussi la renonciation, que ce soit la renonciation partielle ou au total, la limitation aussi partielle ou totale, et aussi la possibilité de changement de nom ou d'adresse de mandataire. Alors, nous avons parlé de rôle et des missions principales d'Olympique en tant qu'office récepteur d'une demande internationale. Dans le processus de la HAI, je passe à présenter le rôle d'Olympique en tant qu'office désigné dans ce processus. Alors, dès la publication des enregistrements internationaux dans les bulletins officiaux des dessins et modèles publiés par l'OMPI, l'OMPI peut effectuer l'examen de fond selon sa législation, c'est-à-dire que c'est la législation nationale qui s'applique. À l'issue de cet examen, l'Office peut notifier au Bureau international un refus de protection pour son territoire. Un refus de protection doit être notifié au Bureau international dans un délai de 6 mois qui suivent la date de publication de l'enregistrement international. On peut accéder à la Gazette officielle des dessins et modèles industriels chaque vendredi via le site de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. On définit le Maroc en tant que pays désigné. On peut accéder directement à la demande, aux reproductions et aux différentes prises objets de la protection. Alors, l'examen s'effectue selon les dispositions de la loi 1797 relative à la protection de la propriété industrielle au Maroc, notamment, plus particulièrement, l'article 104 relatif à la définition d'un dessin et modèle, et aussi selon l'article 113 qui indique le rejet pour les dessins et modèles qui portent atteinte aux bonnes mœurs et à l'ordre public, ainsi que les dessins reproduisant les effigies, les signes, les sigles, les dénominations du royaume ou l'un des pays de la Convention de Paris. Alors, si la protection est accordée, l'enregistrement international produit des effets identiques à ceux de l'octroi de la protection à compter de la date de l'enregistrement international pendant 5 ans, avec la possibilité de renouvellement pour 4 nouvelles périodes consécutives de 5 ans, c'est-à-dire un maximum de 25 ans. Si l'enregistrement est refusé partiellement, l'enregistrement aussi produit des effets identiques à ceux de l'octroi de la protection à compter de la date de l'enregistrement international. Si le refus est total, alors dans ce cas-là, aucun effet ne produit dans le territoire marocain. Donc, à titre de rappel, le délai de notification d'un refus est de 6 mois à compter de la date d'enregistrement. Si aucune déclaration d'octroi de la protection n'a été envoyée par l'OMPIC, donc aucun impact juridique sur l'enregistrement des dessins et modèles sur le territoire du Maroc. Et si la notification de refus n'a pas été envoyée dans le délai de 6 mois, là, le dessin il est enregistré automatiquement sur le territoire marocain. Alors, merci de votre attention. Je donne la parole à Madame Rajia pour la gestion des questions. Oui. Je vous remercie, Madame Kertit, pour cette présentation, la vérité claire et précise. Nous allons tout de suite passer à la 3e partie de ce webinaire, qui est dédié à la réponse aux questions qui nous ont été soumises par les participants dans l'onglet questions-réponses. Donc, nous avons une première question. Alors, la participante souhaite savoir si le dessin et modèle industriel peut être protégé par le droit d'auteur aussi. Donc, si vous voulez, Madame Stemley, si vous voulez répondre à cette question. En fait, tout dépend de la législation nationale. Il n'y a pas de raison pour que le dessin ne soit pas protégé au niveau du dessin. Cela dépendra de chaque législation nationale.
Très bien. Et de ce que le déposant veut protéger également, suivant la législation nationale. Donc, mais le système de la haie est indépendant et autonome des législations nationales, à part pour les protections des dessins et modèles industriels. Et ça dépendra aussi du dessin. Ça dépendra du dessin, peut-être, en général, suivant la législation nationale. D'accord. Merci, madame. Nous avons une seconde question. Donc, c'est par rapport à la durée maximale de protection d'un modèle à l'international. Donc, je ne sais pas si madame Kertitz veut répondre. Donc, oui, bien sûr. Donc, un enregistrement international est effectué initialement pour une période de 5 ans, renouvelable 2 fois, c'est-à-dire un maximum c'est-à-dire un total de 15 ans. Mais si la législation nationale d'une partie contractante prévoit une durée de protection supérieure à 15 ans, notamment le Maroc, il prévoit une période de 25 ans, c'est la législation nationale qui s'applique. Donc, le renouvellement est possible jusqu'à l'expiration de la durée totale de protection dans le territoire national. Donc, j'espère que Madame Kertit a été assez claire pour répondre à cette question. Il y a avec nous Madame Mariam Minhaj qui souhaite savoir les coûts d'enregistrement dans les pays de l'Empire. Dans les pays de l'Empire, qui relèvent de l'Empire. Ah, donc, comme l'a expliqué votre collègue également, cela dépend des déclarations et du niveau d'examen de chaque partie contractante. Et c'est pour ça qu'il y a une taxe standard, des taxes standards, des taxes de base et des taxes de désignation suivant les pays. Et c'est la raison pour laquelle j'ai indiqué dans ma présentation les liens pour lesquels il faut se référer. Donc, il y a une taxe de base, une taxe de publication, et il faut se référer, et tout ça est inclus dans le calculateur des taxes, suivant le nombre de reproductions, le nombre de dessins que l'utilisateur veut déposer, les pays en question, s'il veut désigner les États-Unis ou l'Europe, ce tarif sera différent. Très bien. Donc, pour compléter, la taxe de base, c'est 397 francs pour le premier modèle. Il y a une taxe supplémentaire de 19 pour chaque modèle supplémentaire. Et il y a la taxe de publication 17 CHF, francs suisses, toujours les taxes en CHF, pour la première représentation, et 150 CHF pour toute page supplémentaire. Par rapport à la troisième taxe, la taxe de désignation, ça diffère, ça dépend de nombre de pays désignés et la qualité et le niveau d'examen effectué par chaque office désigné. Oui, en effet. Pour compléter, même un office récepteur peut exiger une taxe de transmission. Pour le cas de l'OMPIC, aucune taxe n'est exigée pour la réception des demandes internationales. Oui, et tout ça est en effet, vous pouvez tester le tarif des taxes qui vous sera imputé si vous voulez faire un enregistrement en allant dans le calculateur des taxes, en sachant donc que ce que je vous ai montré, c'est indicatif, parce que dans certains cas, les taxes sont modifiées. Par exemple, certains pays modifient régulièrement leurs taxes en fonction de l'évolution du coût. Et donc, voilà, en effet. Et il y a, si vous déposez en papier, il y a 150 francs pour chaque page comportant une ou plusieurs reproductions. Donc, c'est pour ça qu'on préconise et on conseille aux utilisateurs de déposer leur demande via la plateforme eHeeg. Très bien. Donc, nous avons reçu une question qui va dans le même sens, mais je pense que Madame Kertit a déjà répondu à cette question. Ça concerne la taxe à payer à l'ANPI pour la prestation, à l'ANPIC plutôt, pour la prestation de la réception de la demande internationale. Donc, il n'y a pas de frais, il n'y a pas de taxe à payer.
Alors, nous avons une autre question. Alors, une participante souhaite savoir comment peut-on s'assurer que le dessin et modèle est nouveau et qu'il n'a pas été déposé auparavant. Donc, c'est une question assez globale et ça touche le cadre général de la protection du dessin et modèle industriel. Donc, je ne sais pas si vous voulez répondre, Madame Stemley ou Madame Kelty. Bon, on va avoir sans doute des réponses complémentaires comme pour les taxes. Non, en effet, il y a les outils qui sont intéressants que l'utilisateur potentiel peut utiliser. C'est ce dont j'ai fait référence à la fin de ma présentation, les bases de données globales et mondiales et la base de données Hague Express. Là, si vous faites une recherche, vous pourrez voir si votre dessin modèle est nouveau ou pas. En général, ce sont ces bases de données également qu'utilisent les examinateurs pour voir, plus leurs registres nationaux, pour voir si le dessin au modèle est nouveau ou pas. Donc, c'est un bon outil pour étudier la nouveauté et donc que les examinateurs utilisent également. Effectivement. En fait, avant de déposer une demande de dessin et modèle, il faut s'assurer le maximum que le dessin est nouveau. Généralement, on communique des bases de données qui sont gratuites et faciles à utiliser pour effectuer des recherches d'antériorité, notamment la base de données nationale, c'est le site de l'OMPIC, la base de données européenne et la base de données mondiale. Aussi, en parallèle de ça, il est recommandé de faire de veille concurrentielle, des recherches sur le marché. C'est bénéfique. Merci. D'accord. Merci, Madame Keltit. Alors, nous avons une autre question. Donc, je vais la poser comme elle a été formulée. Donc, selon votre expérience, quels sont les motifs possibles de refus d'une demande à l'international? Les motifs de refus d'une demande à l'international, en général, bon, ça dépend du pays. Ça peut être comme vous l'avez dit, pour des raisons de bonnes mœurs et d'ordre public. Ça, c'est le principal, une des raisons principales. Ça peut être également un défaut de clarté de la reproduction, puisque certains pays ont une exigence plus élevée quant à la clarté de la reproduction ou du dessin. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ou bien également sur le concept d'unité du dessin qui est présente dans certains pays, c'est-à-dire, donc c'est pour ça qu'on met en ligne certains guides pour déposer plusieurs dessins à l'international. Puisque cela dépendra également des pays pour lesquels vous cherchez la protection. Qu'est-ce qu'il y a également comme refus? Bon, c'est les premiers qui me viennent en tête, hein. Donc, la clarté du dessin, l'ordre public et les bonnes mœurs, et également, bien sûr, la nouveauté qui ne serait pas apparue auparavant. D'accord, merci Madame. Alors, nous avons une autre question. Donc, une participante dit avoir enregistré le modèle, mais pas la marque. Et ils ont réussi à faire son modèle en Chine et ils ont enregistré la marque. Et elle a maintenant d'autres modèles d'articles et elle souhaite savoir quelle serait la meilleure façon pour pouvoir protéger son dessin au niveau international. Donc, elle a déposé au niveau national en Chine, c'est bien ça? Elle a déposé au niveau, je pense, au niveau du Maroc et son dessin a été reproduit en Chine. Ah, d'accord. Ah, ça, c'est difficile. Il faut voir avec
comment dire, un juriste au niveau national en Chine, ce qui va compliquer les choses. Et c'est la problématique. Et c'est pour ça que le système de la haie est intéressant parce qu'il permettra de protéger dans divers pays. À la fois. Il faudra qu'il fasse un recours au niveau national. Voilà. Très bien. Donc, je pense que nous avons fait le tour des questions. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Donc, j'invite les participants à soumettre leurs questions via l'onglet questions-réponses. Bon, très bien. Alors, je pense que nous allons clore ce webinaire, mais avant de le faire, il ne va pas sans dire, bien sûr, que les services et les équipes de l'Empik ainsi que le centre relations clients de l'Office et aussi l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sont à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations, à toutes vos questions et aussi pour vous apporter toute l'assistance nécessaire. Donc, je voudrais remercier nos deux intervenantes, notamment Madame Stemley et Madame Kertit pour la qualité de leur présentation. Je voudrais également remercier l'équipe qui veille toujours à la réussite de ces webinaires. Et un grand merci bien sûr aux participants qui se sont rendus disponibles et qui ont enrichi ce webinaire à travers leurs questions pertinentes. Donc, on vous dit au revoir dans le cadre d'une autre thématique et dans le cadre d'un autre webinaire, Inch'Allah. Je vous remercie.